Bonjour à tous. Longtemps annoncé mais jamais effectivement exécuté, ou du moins pas dans son intégralité, la suppression des subventions de carburant reste d'actualité au Nigeria. En vigueur depuis 1973, les subventions sont considérées par une majorité de Nigérians comme l'un des rares avantages dont ils jouissent en tant que citoyens d'un pays producteur de pétrole, ce qui en fait une patate chaude aux mains des gouvernements successifs qui ont touché avant d'y renoncer à cause de fortes tensions sociales. Par exemple, en 2012, le président Goodluck Jonathan, qui les avait supprimés, s'est heurté à une grève générale et avait dû faire marche arrière au bout de 15 jours. Et en 2016, le président Muhammadu Buhari les avait à son tour supprimés avant de les rétablir de façon stratégique. Et pourtant, ces subventions pèsent lourd sur le budget de l'État fédéral et leur suppression pourrait permettre d'économiser au moins 2 milliards de dollars par an. Dans ce numéro d'Espace Éco, il s'agira de comprendre les subventions pétrolières au Nigeria, pourquoi les gouvernements successifs tentent de les supprimer en vain et quelles seront les conséquences de ces suppressions. Bienvenue à tous. La discussion juste après ceci. Et pour mener cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Servais Afouda. Bonjour. Bonjour. Géographe, économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Parakou au Bénin. Vous êtes également le directeur administratif du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale l'ARES. Merci et bienvenue. C'est nous qui vous remercions. Également sur ce plateau avec nous, Casimir Pédior, qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour Crépi. Journaliste, vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir pour nous. Alors, quand on parle de subventionner le carburant au Nigeria, docteur Afouda, de quoi s'agit-il exactement? La subvention est une mesure d'État qui vise, en tenant compte du pouvoir d'achat des populations, à réduire le prix d'achat d'un produit. Je donne un exemple. Si le coût de production du maïs, par exemple, c'est 100 francs le kilo, et que l'État estime que la population ne peut pas satisfaire ses besoins en l'achetant à 110 francs, par exemple, le prix auquel le paysan aurait voulu l'acheter et aurait voulu le vendre, subventionner, par exemple, l'État peut dire je paye pour le consommateur 25 francs et au lieu que le produit coûte 110 francs, il reviendrait à 85 francs ou 95 francs. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on parle de subvention. Donc, c'est ce que l'on met à la disposition du consommateur pour qu'il accède au produit, mais pas au prix qu'il faut, mais au prix un peu moins coûtant, alors que la production donne un prix directif. Alors, comment en est-on arrivé au Nigeria à subventionner le pétrole? À subventionner le pétrole, n'oublions pas que au Nigeria, le pétrole est devenu une rente. Rente en tenant compte de deux manières d'analyser la question. Premièrement, lorsque le pétrole a été découvert en 1956, les sociétés qui devraient l'exploiter ont mis en place un dispositif et le prix à la pompe était tel que les gouvernements successifs, depuis Gowon et même avant, jusqu'à nos jours, le gouvernement a compris qu'à ce prix, et surtout lorsqu'on est passé à la monnaie nationale, le Naira, on ne pourrait pas avoir au prix coûtant ce produit indispensable pour tout ce qu'il y a à faire dans le pays. Et les gouvernements ont décidé de subventionner le produit. On ajoute au consommateur quelque chose pour qu'il accède au produit. Et conclusion, ça a permis non seulement à la population d'accéder au produit, mais après, on a compris aussi que le produit n'est plus
ne nourrit pas l'économie domestique. Ça permet aux pays voisins aussi d'accéder aux produits par des circuits qu'on peut appeler circuits informels. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsque le pétrole nigérien, le brut à l'exploitation, permettait à l'État d'augmenter de façon inconsidérée ses recettes d'exploitation, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des ambitions au niveau de la population et surtout des hommes politiques. Ces ambitions se sont traduites par une production d'État fédéral. Les États fédérés sont nés de 3 au départ, donc au début des années 60-61. On en est arrivé aujourd'hui, on est à 36 États au Nigeria. C'est une forme de décentralisation de ce qui est au niveau fédéral et les États ont à charge de gérer donc, à leur niveau sur les territoires fédérés tout ce qui peut être comme administration politique et là, les directives de l'État fédéral descendent complètement jusqu'au niveau de la base, donc les local governments, pour que ce qu'on veut du fonctionnement de la fédération puisse être géré au travers des États fédérés. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Les deux leviers actionnés pour subventionner, ça a été donc, accroître le pouvoir d'achat du consommateur en lui baissant le prix, mais c'est l'État qui paye. Et la deuxième chose, on a essayé de rapprocher l'administration de l'administré au travers des États fédérés. Ça a un coût. Alors, Casimir Pédion, nous avons écouté Dr Servet Afouda, mais quelque part aussi, si le Nigeria, premier producteur de brut sur le continent africain, s'est senti obligé de subventionner le carburant, est-ce que c'est pas parce que il y a ce paradoxe-là du pays qui produit le plus, mais qui importe le produit en son état raffiné? Merci Crépy, et c'est d'ailleurs toute la problématique donc, de cette émission. Quand on parle du pétrole au Nigeria, c'est 2 paradigmes. Pays producteur, donc en termes donc, de brut, et comme l'a dit le professeur depuis 1956, que le Nigeria est devenu officiellement pays producteur. Mais de l'autre côté aussi, c'est le premier pays consommateur de produits raffinés, issus donc des produits pétroliers sur le continent. Lorsque nous prenons déjà l'effectif donc de ce pays-là, c'est un très grand consommateur en termes donc de produits raffinés. Et donc, en même temps que ce pays produit donc le brut, il est contraint à aller acheter, donc à importer les dérivés donc du pétrole sur son sol avant donc de pouvoir satisfaire aux demandes donc de sa population. Et à ce que le professeur a dit, j'ajouterais ceci: subventionner donc l'achat au niveau donc du consommateur revient à l'État, du moins est pour l'État une mesure compensatoire donc de cette capacité qu'a le pays à disposer donc des raffineries, enfin pas des raffineries, à disposer du brut et à ne pas pouvoir répondre aux aspirations du peuple à travers la transformation, à travers l'industrialisation. Donc l'État se veut ici un peu regardant, un peu conciliant, en monnayant ou du moins en réservant une partie donc de la devise issue donc de la vente du brut, en le rétrocédant cela à la population. Et ceci en économie sinon en économie facile, on dira que l'État fait donc de l'inclusion financière, de l'inclusion économique, en voyant donc un peu le pouvoir d'achat donc de la population pour que véritablement l'équilibre soit réalisé. Donc voilà un peu autour de quoi le Nigeria aujourd'hui est à la fois bon producteur du brut de pétrole et mauvais donc transformateur donc du brut, et ceci affecte non seulement son économie mais affecte aussi les populations. Et pour ne pas rester donc en marge, le Nigeria a donc décidé de subventionner. Depuis 1956, la question donc de la subvention du pétrole a traversé beaucoup de paradigmes au point où aujourd'hui le politique se demande, est-ce qu'il faut continuer donc par être le Père Noël donc des consommateurs de 200 millions donc, et au-delà, le professeur l'a dit. Est-ce que le Nigeria va continuer par alimenter 2 blocs
géographique du continent, à savoir l'Afrique de l'Ouest d'un côté et l'Afrique centrale, en subventionnant son produit et voir ce produit-là sur ces territoires dits souverains et qui bénéficient donc de sa subvention. Donc, beaucoup donc, d'études ont été faites. Je crois que le professeur pourra nous donner beaucoup plus de détails parce que sa structure aussi a participé donc à ces études-là pour voir dans quelle mesure arrêter la subvention, qu'est-ce que ça peut aujourd'hui permettre au Nigeria de faire en termes donc de plus-value, en termes donc d'économie pour pouvoir donc redistribuer dans d'autres secteurs de la vie économique et aussi sociale. Alors, quand on regarde le tableau peint par Kazmi Pejo, docteur Afouda, le Nigeria est quand même l'unique membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ayant besoin d'importer encore du carburant raffiné et il souffre même souvent de pénurie, alors que c'est le premier exportateur du brut sur le continent. C'est quand même un paradoxe qui ne s'explique pas. Oui, le Nigeria produit, en fait, c'est le premier producteur africain. 2,5 millions de barils par jour, devant l'Angola. Et au niveau mondial, c'est le 13e producteur mondial. Vous comprenez donc la taille du Nigeria lorsqu'on prend les pays producteurs. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, le Nigeria, Malam, Obona, importe du raffiné à concurrence de 85% de sa consommation. Ça veut dire que ce qui est raffiné au niveau local, le Nigeria dispose de 4 raffineries en fait, mais qui, parce que très mal entretenues, plusieurs avant ça, mais 4 qui sont encore là, mais qui ne fonctionnent pas à plein régime, très en dessous